Comment créer des produits à succès? Il existe aujourd'hui des talents insoupçonnés qui n'ont pas fait de produits, qui ont les compétences, qui ont la capacité d'apprentissage et qui ont sans doute envie de grandir là-dessus et qu'il faut leur donner la possibilité d'essayer de faire du produit même s'ils n'ont pas les barrettes, mais s'ils n'ont pas les 2 ans d'expérience, etc. Ce que je suis en train de dire, c'est que on doit pouvoir former massivement des product managers pour les besoins de demain. Cette semaine, je reçois Stéphane Delbecq, un passionné de product management. Mon invité a de multiples expériences de création de produits au sein de grands groupes, mais aussi de start-up. Il est aujourd'hui Chief Product Officer et nous allons parler avec lui de la posture nécessaire pour amener des équipes vers la création d'un produit à succès, des compétences comportementales et techniques des bons product managers et enfin des effets de la culture produit au sein des entreprises. Commençons tout de suite cette conversation avec Stéphane. On va commencer. Merci déjà d'accepter mon invitation. C'est super sympa. En plus, on a monté ça rapidement, donc c'est que dire si ce n'est merci. Je te propose de te présenter finalement à nos auditeurs. Oui, bah, déjà, merci à toi Alexandre pour l'invitation. Comme tu l'as dit, ça s'est fait rapidement et simplement, donc autant le dire, autant le préciser. Donc je m'appelle Stéphane Delbecq, j'ai 47 ans, 3 enfants, 2 filles et un garçon qui sont nés les filles sont nées aux États-Unis, mon garçon est né en France. Je suis, ce que j'ai, marketé T-shaped freelance CPO, ça veut dire plein de choses. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu. Ce qui veut dire essentiellement que j'interviens en tant que freelance, CPO dans les entreprises qui en ont besoin. Donc je suis CPO par intérim, CPO partagé, on peut appeler ça de différentes façons. Ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille, j'ai vécu 7 ans à San Francisco. Il y a une petite décoration de San Francisco un peu partout ici, vous ne le voyez pas, mais c'est en face de moi. Très fan de la ville et voilà, c'est en quelques mots. Écoute, tu as dit plein de choses, il y a plein de termes là qu'on va creuser pendant cet épisode. Hem, peut-être peut-être T-shaped, je trouve ça intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on revendique généralement. Heu et ça serait intéressant que tu l'expliques à nos auditeurs. Oui, alors j'ai trouvé cette expression chez, différents types de personnes et du coup, j'ai essayé de la faire mienne et qu'est-ce que ça veut dire globalement? Bah, ça veut dire que tu as une zone d'expertise sur laquelle tu peux t'appuyer. Pour ce qui me concerne, c'est le produit, ça fait 20 ans que je fais des produits et donc c'est la barre, du T, la barre verticale du T et puis après, il y a la partie horizontale qui permet de signifier que sur d'autres aspects, je peux aussi avoir des compétences. Alors moins profondes puisque la barre du T montre qu'il y a une certaine profondeur, et donc la barre horizontale permet de dire que je peux intervenir sur d'autres sujets puisque comme j'ai été entrepreneur, je peux faire un peu de stratégie, je peux travailler sur du recrutement, je peux travailler sur du positionnement, je peux faire un peu de marketing, je peux faire un peu et cetera. Mais ce n'est pas, ma spécialité. Donc ma spécialité, ma barre verticale, c'est le produit. La barre horizontale, c'est, tout ce que je viens d'expliquer et donc ça fait un joli T. Tu as dit aussi CPO. Alors CPO, est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire ce sont les initiales de quoi? Et puis peut-être parler un petit peu de product ownership. Pourquoi ça t'intéresse le product ownership ou le product management d'ailleurs? Pour reprendre, une conversation qu'on a eue récemment. Ouais, tout à fait. Alors CPO, ça veut dire Chief Product Officer. Donc comme on l'a compris, le C, c'est pour C-level, donc ça veut dire que c'est un au niveau managérial. Le P de product, je pense qu'on l'a compris et le officer, bah, ça veut dire que c'est la personne qui est en responsabilité, qui est à la fois sur la stratégie et sur, l'opérationnel. Et donc on est sur un métier de responsabilité, forte et haute sur le produit, en collaboration avec les autres membres du CODIR. Ça, c'est pour expliquer ce que c'est que le Chief Product Officer. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses, on peut en parler. Ouais, parce que enfin, comment on faisait avant en fait? C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, alors moi j'ai commencé le project management, hein, d'ailleurs ça vient de là d'ailleurs, hein, c'était de la project management qui a évolué vers du product management. Donc la gestion de projet, donc nous recevions des recommandations du marketing qui nous disaient: Il y a un cahier des charges qui nous disait: «Il faut qu'on livre ça». Et donc après, il y avait l'équipe technique qui disait: «OK, donc on va le transcrire de telle façon». Donc on avait un cahier des charges technique et après on se retrouvait à devoir combiner, le cahier des charges, marketing, le cahier des charges technique pour en faire un cahier des charges produit. Le MRD, le TRD, le PRD, tout ça sont des acronymes horribles, mais qu'on a tous, connus à l'époque. Et après, donc on écrivait ce cahier des charges fonctionnel sur cette base-là.
On demandait une évaluation à l'équipe technique pour nous dire: «Allez, ça va prendre combien de mois cette histoire?» Et on attendait que ça soit développé, pour pouvoir, confier ça à une équipe de test ou nous et ensuite après, des mois encore dire: «Bon, maintenant c'est sec, on peut lancer». Ça marchait à l'époque, on savait pas faire autrement, ça marchait et là je parle vraiment du début des années 2000, donc c'est le fameux cycle en V, waterfall en anglais, qui marchait et mais là, on était vraiment sur la gestion de projet, sur livrer de la fonctionnalité, livrer quelque chose et puis après on attendait que le cycle soit terminé pour pouvoir voir si ça avait été bénéfique, si ça avait été bien fait. C'était quand même pas très, très, costaud en termes de retour, utilisateur et puis d'itération rapide. Ça ne fonctionnait pas de ce point de vue-là, mais ce n'était pas grave. Et après j'ai découvert le product management, donc c'était finalement le fait de ne pas faire que la partie, livraison, chef de projet, mais aussi comprendre quels étaient les besoins du marché et là je parle vraiment en termes marketing. Parce que et c'est encore le cas dans plein de grandes boîtes, notamment des boîtes qui produisent des produits physiques, type, yaourt, type, voiture. Un chef de produit, donc c'est pas un product manager au sens digital du terme, donc un chef de produit, c'est surtout un marketeur au départ, qui a dans son portefeuille de responsabilité le fait de livrer le produit. Voilà et donc le métier a évolué vers c'est ça, vers une représentation un peu à la Danone, à la Nestlé ou à la Renault de: «Je mets un produit sur le marché». Avec les fameux 4 P du marketing qu'on avait appris à l'époque et dans les 4 P, du marketing, il y avait produit. Voilà et en 2011-2012, en tout cas pour ce qui me concerne, les choses ont vraiment, se sont transformées et en fait le produit est devenu un alors dans le monde digital certes, mais en tout cas on a cherché plutôt à comprendre quels étaient les besoins, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc avant, voilà, on était cycle en V, très, très timé, très marqué, qui prenait énormément de temps et je pense que l'agilité, et le livre de Eric Ries, Lean Startup, enfin avec, celui de Steven Blank avant, Customer Development, ont changé les choses dans une bonne direction. On n'est pas obligé d'être totalement d'accord avec tout ce qui a été écrit, mais en tout cas ça a changé dans une bonne direction selon moi. Ouais, puis j'ai l'impression que, bah, tu le dis, on est passé d'une gestion de projet à une gestion de produit finalement, hein, si je prends le terme littéral, en anglais. Finalement, c'est des objectifs qui sont pas les mêmes. Moi, je me souviens, j'ai commencé en tant que chef de produit, l'objectif, c'était de livrer. Ce qui est différent, Ouais, que de dire, bah, c'est d'avoir, un comment dire? Un produit, «qui marche» quoi, c'est entre ça. guillemets, qui marche au sens, commercial quoi. Enfin voilà. Mmh. Donc ça c'est intéressant, ça en dit beaucoup. Je sais pas si ça appelle une réflexion chez toi? Bah, oui, c'est-à-dire que même après alors je vais essayer de faire attention à ce que je dis, mais dans une de mes expériences professionnelles, après mon retour des États-Unis en 2013, j'ai aussi été confronté à des moments ou à des projets sur lesquels l'objectif principal n'était pas d'aller chercher de la valeur, mais de livrer, de respecter un timing, sans savoir si ça serait utilisé, sans même considérer le fait que ça ne puisse pas l'être. Mais il y avait besoin que le produit soit, à un moment donné, sur le marché pour qu'il puisse, soutenir quelque chose. On s'est rendu compte évidemment en regardant derrière les métriques que ça n'était pas le cas, que ça ne marchait pas. Donc il a fallu qu'on fasse une version 2 en repartant du cycle que j'expliquais de recherche d'hypothèses, enfin de problèmes, hypothèses, formulation, validation et développement pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Comment tu vois toi le rôle alors je vais reprendre, heu, le terme de product management. Comment toi tu vois le rôle du product manager? Est-ce que c'est un Steve Jobs, de l'entreprise? Est-ce que c'est un chef d'orchestre? Est-ce que c'est, alors c'est pas un chef de projet, on le voit bien. Voilà, comment tu Non. pourrais le définir? C'est quoi la bonne posture finalement quand on est product manager? Oui, alors c'est intéressant, ça n'est certainement pas Steve Jobs, pour avoir beaucoup étudié, lu et admiré l'homme, c'est plutôt quelqu'un qui est visionnaire, qui faisait du top down et du micromanagement. Le bon PM ne doit pas faire ça. Le bon PM, c'est un chef d'orchestre, mais qui ne doit pas se placer au-dessus des autres. J'ai plutôt tendance à prendre l'analogie du football, dont je suis fan, et c'est le capitaine sur le terrain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est avec les autres membres de l'équipe, qui porte le brassard, mais qui n'est là que pour relayer, les indications et les indications, qu'est-ce que c'est? C'est la vision, la mission, la stratégie et les OKR quand c'est bien mis en place. Donc je dirais que oui, c'est quelqu'un qui a le maillot, qui a les crampons, qui court, qui fait des passes et qui reçoit des passes et qui s'assure que l'équipe fonctionne bien, d'accord? Et il y a des schémas qui sont si je continue dans l'analogie du sport, et je vais peut-être arrêter d'ailleurs, sinon c'est un peu fatigant. Mais en tout cas, il y a parfois, la stratégie peut être une stratégie, défensive,
Parfois, ça peut être offensif, parfois c'est un peu entre les 2. Parfois il y a du timing. C'est soit on va jouer plus la défense et donc dans un cadre, d'équipe produit, eh bien, il faut plus se focaliser sur améliorer l'existant, aller chercher le pourcentage d'optimisation de telle fonctionnalité, l'usage maximum, là-dessus. Donc c'est ce que je dirais une posture plus défensive, éviter de se prendre un but. Et de l'autre côté, une posture plus offensive où là, on va essayer de marquer. Et donc là, on va être dans un mode conquête, du point de vue produit. On va chercher les fonctionnalités d'activation, d'acquisition. On peut peut-être parler de ce framework si on le souhaite. Mais en tout cas, je dirais que ça peut varier. Donc il faut être plutôt un membre de l'équipe plus que le chef de l'équipe. Donc c'est du management transversal, c'est du leadership d'influence, c'est de la communication, c'est, le fait de comprendre différentes problématiques en même temps, de prendre les aspects business, les aspects techniques, les aspects marketing, les aspects besoins des clients et mélanger tout ça, essayer de faire quelque chose qui marche bien avec les parties prenantes externes, mais aussi avec les membres précis de l'équipe. C'est un job génial. Il va y avoir déjà la compréhension des besoins des clients ou des prospects. Ça, c'est essentiel parce que, si les commerciaux, si le marketing parlent avec les clients et avec les prospects, en fait, ils ont des missions de vendre ou enfin, de vendre directement ou de faire passer le message. Nous, au produit, nous sommes là pour comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Pas pour leur envoyer quelque chose, mais plutôt pour récupérer quelque chose. Voilà. Ça, c'est la première partie, c'est la compréhension des besoins du problème. Après, c'est la formulation d'hypothèses. C'est comment est-ce qu'on peut répondre à ces problématiques-là de façon, structurée, et après tester ces hypothèses. Donc retourner voir avec, des éléments, des artefacts, des petits éléments, tangibles ou pas, ou des questionnaires, des focus group et cetera, pour les faire réagir sur les hypothèses qu'on a essayé de traiter et d'adresser. Heu et ensuite, une fois que l'hypothèse est validée, ben, on passe en phase de réalisation, avec main dans la main avec l'équipe, technique, assez classique finalement. Donc c'est un binôme, voire trinôme, parce qu'il y a le design qui rentre à l'intérieur, évidemment, jusqu'à la livraison de la fonctionnalité qui va, je l'espère, nous l'espérons, répondre aux besoins précédemment, réalisés ou pardon, en tout cas compris. Et donc là, ça on rentre ensuite dans une boucle itérative où le fait de livrer quelque chose va nous permettre de voir s'il y a de l'usage, s'il y a des retours, qualitatifs pour essayer d'améliorer et puis surtout de voir si l'hypothèse qu'on avait validée, en fait, se trouve réalisée et incarnée au sens client, au sens utilisateur. Donc tout ça, c'est le produit. Je rajoute, le design, je rajoute, la data, on pourra en parler évidemment, mais tout ça, c'est le produit et c'est au confluent des besoins des utilisateurs, de la vente, des fonctions internes parfois aussi, hein, de l'opérationnel. On peut faire des produits en interne dans une boîte, ça arrive et c'est de plus en plus souvent le cas, pour comprendre les besoins, trouver des réponses appropriées et améliorer, apporter de la qualité, de la valeur régulièrement. Ça, c'est globalement les métiers du produit. Et après le product ownership, hem c'est originellement et on en parlait juste avant, le PO, le métier de PO, enfin en tout cas le rôle de PO d'ailleurs, je me bats pour que ce ne soit pas considéré comme un métier, mais plutôt comme un rôle. Ça vient de Scrum, ça vient de l'agilité et donc ça veut dire, transformer les besoins des utilisateurs en, user stories, gérer donc en story, en histoire, qui vont servir de base pour après faire le développement. Gérer la priorisation des histoires les unes par rapport à aux autres, pardon, en relation avec l'équipe de développement et s'assurer que la qualité est là et que ensuite on a bien les bonnes métriques, les bons éléments tangibles, donc quantitatifs pour mesurer que c'est là. Ça, quand j'ai découvert les métiers du produit et notamment cette responsabilité de product ownership au sens agile, même si je faisais du produit avant que ce soit agile, donc j'étais product manager avant de devenir PO puis après dans un cadre plus large PM et on pourra peut-être en revenir dessus. C'est ce qui a fait basculer les choses pour moi. C'est de me rendre compte qu'on pouvait apporter de la valeur et délivrer de la valeur de façon, itérative, plus rapidement. Donc c'est là où le lean startup se mélange avec l'agilité, avec plein d'autres choses. Ça a bousculé ma vie et c'est, clairement ce qui fait qu'aujourd'hui encore, après avoir découvert ça en 2011 précisément, je me rappelle très bien à quel moment, c'était en juin 2011, eh bien, j'ai toujours envie de faire ça et je ne me vois pas faire autre chose que du product management. Comment toi tu vois le rôle du product manager
avec le reste de l'équipe, c'est-à-dire, la partie marketing, pourquoi pas le boss de la boîte, la partie sales, voilà. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a qu'un seul modèle ou est-ce qu'il y a différents modèles? C'est quoi ton expérience sur le sujet? Ah, mon expérience sur le sujet, c'est que là, on va surtout parler de ce qu'on appelle les soft skills, donc les capacités humaines. Et je pense que le bon product manager ou le bon product owner, si on réduit à ça, au Scrum, c'est quelqu'un qui va arriver à faire circuler l'information. C'est quelqu'un qui va arriver à la rendre compréhensible, claire, digestible et dans tous les sens. C'est-à-dire au sein de l'équipe, vers l'extérieur de l'équipe, donc avec, oui, le boss de la société, le responsable de la business unit, avec, le CMO, la DRH, peu importe en tout cas, il faut que le message soit clair à comprendre pour ce qui est, en train d'être réalisé. Donc première chose, communication, super important. Deuxième chose, collaboration. On va toujours privilégier quelqu'un qui sera peut-être un petit peu moins bon techniquement ou qui aura peut-être un petit peu moins de connaissances sur le framework, mais par contre qui sera, vraiment dans le partage, dans l'envie de travailler en équipe et dans le fait de mettre en avant les compétences des uns et des autres et pas forcément les siennes. Ça me ramène à l'humilité, qui est un sujet que je prône beaucoup. En fait, le bon product manager, il doit être très humble et ça se manifeste aussi dans cette collaboration et dans cette communication. Il y a un élément dont je n'ai pas parlé encore ici, mais qui me semble important de mettre en avant, qui est celui de, comme je l'ai qui est celui de récupérer aussi de l'information. Donc c'est pas juste je sors, je communique sur ce que l'équipe fait, mais c'est aussi je vais chercher, le feedback, je vais chercher les insights, je vais chercher la connaissance, les savoirs auprès de personnes qui sont en relation avec, l'externe, avec, les clients internes et cetera. J'avais, hier une discussion avec un directeur commercial qui m'expliquait pourquoi il avait besoin de moi. Et à la fin, je lui ai dit: «Super, mais moi aussi j'ai besoin de toi». Parce que tu parles avec les clients, tu parles avec les prospects et chacune des discussions, c'est une mine d'or, c'est une pépite. Donc il faut qu'on puisse être en mesure de récupérer cette valeur-là qui peut-être aujourd'hui reste chez ton commercial ou dans tes équipes. Il faut qu'on puisse la récupérer dans un endroit simple, l'analyser, lui donner de la valeur et peut-être la transformer dans une nouvelle fonctionnalité qui va apporter quelque chose. Donc je dirais c'est voilà, le chef d'orchestre, on pourrait imaginer que c'est bien. Moi, je préfère l'analogie que je donnais tout à l'heure parce que, voilà, avec ces parties prenantes aussi, il faut savoir, jouer, il faut savoir et jouer pas au sens, on se joue d'eux, bien sûr, hein, mais savoir interagir, communiquer, collaborer dans la transparence et le partage. C'est plein de buzzwords, mais je pense qu'ils sont essentiels pour que ça fonctionne. Il faut et ça je le dis tout le temps depuis à chaque fois que j'interviens dans une équipe, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Voilà, c'est basique, mais si on ne fait pas les 2, on se plante. Très clair, très clair. Et tu parlais des compétences, techniques ou pourquoi pas design. Est-ce que je suis obligé de connaître un peu le développement pour être product manager? Est-ce que je dois avoir des notions de Mmh. design? Ou finalement, pas du tout et je peux être un très bon product manager sans connaître grand chose à ces aspects-là? Alors, ce qui est intéressant dans la formation du product manager, c'est qu'il y en a pas en fait. Il y a pas de formation pour l'instant. Donc, on a des personnes qui arrivent avec des expériences, des backgrounds, des formations diverses et variées. Certaines, viennent du monde du design, d'autres de la tech, d'autres d'écoles de commerce, du marketing. Il y a pas de voie royale, pardon, pour l'instant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que chacun peut apporter quelque chose de différent. Est-ce qu'il faut être bon partout? Certainement pas. Est-ce qu'il faut avoir des sensibilités sur certains de ces domaines? Absolument. Heu et comme dans tout, on a, ce qu'on appelle des majors et minors, donc on a des forces et des points d'amélioration. Et ce qui peut être intéressant et notamment quand on construit une équipe, product management, c'est de se dire: «Si telle personne a une force en design, est plus sensible au design parce qu'elle a travaillé avec des designers très costauds par le passé, parce qu'elle-même est, designeuse de formation», peu importe. Mais en tout cas, si c'est une force, eh bien, il ne faut pas chercher à développer ces axes de faiblesse, ces axes d'amélioration. Il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui aura une force complémentaire, peut-être dans la data, peut-être dans la structuration, peut-être dans le suivi des équipes, mais quelque chose qui complète pardon, sa compétence de façon à tirer tout le monde vers le haut. Donc je préférais toujours aller chercher des personnes qui sont plutôt, à l'aise avec tout et avec un point de force, qui va compléter le point de force de quelqu'un d'autre dans l'équipe.
Ça peut être quoi les facteurs d'échec? On les devine au travers des facteurs de succès, mais est-ce que tu en vois, qui te viennent à l'esprit? Bah, je pense que j'ai déjà vu des personnes qui avaient des compétences métiers fortes, donc dans un vertical, dans une industrie, sur un marché, se positionner en sachant, en expert et du coup, essayer de prendre un rôle de product manager et échouer. Le principe même du product management, c'est de se forger des convictions au fil des discussions, des échanges, de la data, des interviews, du test and learn, et cetera, et cetera. Si on est un sachant, alors, si on est un sachant et qu'on considère qu'on a toujours raison, ben, on va avoir tort, en fait. Je pense, enfin, je suis vraiment persuadé et je l'ai même expérimenté avec ma propre boîte quand j'ai lancé ma boîte. J'ai lancé une boîte en considérant que j'étais l'utilisateur de ma boîte, en ne discutant pas avec mes utilisateurs ou avec avec les utilisateurs de la boîte et globalement, à la fin, le produit correspondait à mes attentes, correspondait aux attentes de plein de monde, mais que lorsqu'il a fallu mettre en place la monétisation, mais personne ne voulait payer. Voilà, j'ai considéré que j'étais le sachant et je me suis trompé. Globalement, à chaque fois que je vois quelqu'un avec une expertise métier, ce n'est pas quelque chose que je vais indiquer comme étant négatif. Par contre, il faut que ce soit complémentaire de plutôt de soft skills, de compétences humaines qui sont celles dont je parlais tout à l'heure et d'envie d'apprendre, de curiosité et d'humilité. On a parlé beaucoup de soft skills, c'est souvent le cœur du sujet d'ailleurs. Mmh. Est-ce que tu vois toi des hard skills? Alors tu disais qu'il y avait pas d'école de PO, enfin, je m'étais fait la même remarque, il y a quelque temps avec un camarade. Et par contre, est-ce qu'il y a des voilà, est-ce qu'il y a des hard skills quand même qui sont nécessaires, pour être un bon product manager? Est-ce que tu en vois toi? Bah, évidemment, être en capacité de prendre de la data, de jouer avec. Pourquoi? Alors, je suis parti de la solution, pardon, donc je vais remonter un petit peu. Le produit nécessite de l'analyse qualitative et quantitative pour voir ce qu'on doit améliorer. Qualitative, c'est par les discussions qu'on a avec les personnes, par exemple, les retours, les feedbacks, et cetera. Quantitatif, c'est par les données. On va juger de la performance d'un produit ou d'une fonctionnalité par l'ensemble de ces 2 choses. Si on n'a pas la capacité de prendre la donnée que génère le produit ou la fonctionnalité, de la triturer, de la faire parler, de lui donner de la vie, si on n'a pas cette capacité-là, soit en propre, soit en s'appuyant sur quelqu'un d'autre dont ce sera le métier, on va perdre une grande capacité de lecture de l'usage réel. Donc, oui, dans les hard skills, il y a cette compétence-là. Je dirais qu'il y a aussi la capacité, à, interviewer. Enfin, pour moi, c'est un hard skill, tu vois? Ça, on n'est pas sur donc rédiger un bon guide d'interview, par exemple, c'est quelque chose qui s'apprend et d'ailleurs, l'intérêt même des hard skills, c'est que tout ça, ça s'apprend. Donc rédiger un bon guide d'interview, ça s'apprend. Rédiger une bonne user story, ça s'apprend. Alors une user story, le terme «bonne», ça va varier d'une équipe à une autre, d'une boîte à une autre, d'un moment à un autre. Donc mais en Peut-être tout tu peux cas, rappeler ce que c'est qu'une user story, peut-être pour les gens qui le savent pas? oui, donc une user story, ça va être, en tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir faire ci pour avoir ce bénéfice-là, en simplifiant et après on décrit quelles sont les attentes sans rentrer dans la solution. La solution normalement doit être construite par l'équipe de réalisation ensemble. Donc, c'est une description d'un besoin pour un bénéfice, si je simplifie. Donc il faut savoir rédiger une bonne user story, tout en sachant qu'une bonne user story peut-être sera bonne dans une entreprise A et sera mauvaise dans une entreprise B, sera bonne dans une équipe C et pas bonne dans une équipe D. Donc il faut aussi comprendre ce qui va être utile pour qu'elle soit utilisable. C'est toujours, dans le design, dans le produit, c'est utilisé, utilisable, utile, enfin on s'amuse toujours avec ce mot-là. Donc ça, c'est essentiel. Heu et dans les hard skills, je pense qu'il y a aussi finalement l'apprentissage que l'on va réaliser sur le métier. C'est-à-dire qu'on peut pas être un super PM ou un super PO, un super product manager ou un super product owner sans à un moment connaître aussi le domaine dans lequel on doit appliquer sa méthodologie, son approche, son process. Donc comme je le disais, il faut se forger des convictions et après, une des hard skills, ça va être voilà, de pouvoir jouer avec, ces différentes convictions. Jouer aussi avec quelque chose que je n'ai pas cité encore, qui est la connaissance et la maîtrise des outils et des frameworks, qui est quand même essentiel, même si je ne suis pas dans le dogme de absolument respecter la totalité du framework. Donc, voilà, il faut apprendre aussi,
Il faut apprendre à apprendre évidemment, ça c'est un grand mot, qu'on dit tous, mais il faut apprendre à utiliser les outils, les bonnes méthodes au bon moment et ça, c'est pareil, c'est nécessaire de le faire dans le temps. Donc, c'est bien si tu connais la méthode de priorisation Moscow. C'est bien si tu connais la méthode de priorisation Rice. C'est bien si tu connais, bénéfice effort. Très bien. À quel moment tu dois prendre laquelle? À quel moment tu décides avec l'équipe de plutôt choisir telle option versus telle autre? Pour moi, ça, c'est du hard skill. Donc ce qui manque, même il existe des bootcamps, il existe des formations, il existe des personnes qui le font. Ce qui manque, c'est une structure pour aider justement les personnes qui voudraient aller dans ces métiers du produit sur la durée, sur des vrais cas, de maîtriser les outils et déterminer lesquels prendre, de maîtriser les frameworks et déterminer lesquels prendre. Ça, c'est essentiel, même si moi, je mets toujours en avant plutôt les soft skills que les hard skills. Ce qui va m'intéresser quand je recrute un product manager, ce n'est pas tellement si la personne est super à l'aise avec le système de priorisation Rice, si la personne a lu le dernier livre de Discovery Discipline pour appliquer la méthode au pied de la lettre. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'elle est capable d'apprendre de le faire. C'est ça qui m'intéresse. Et là, tu évoques, la capacité à interviewer justement, Oui, voilà, qui est effectivement importante. Il y a quand même, je trouve, deux univers. Heu, En startup, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Disons qu'on est en capacité de prendre directement contact avec le client. Heu, Dans un grand groupe, pour l'avoir, vécu, je trouve ça un petit peu plus difficile. Est-ce que tu as des tips comme ça à donner? En grand groupe, on est un peu plus frustré justement, peut-être de oui. ne pas être assez en contact et d'avoir toujours des «proxys» entre guillemets, entre nous les clients. Oui et ce sont souvent ces fameux sachants dont je parlais tout à l'heure. Oui, alors, les tips, j'ai un cas qui me vient à l'esprit là, à l'instant. Je me rappelle très bien d'un moment où on m'avait dit, où un sachant d'une ligne de business m'avait dit: «Il faut absolument Stéphane que tu prennes ce produit-là et que tu en fasses une version professionnelle. Qu'on parte dans du B2C au B2B, on va le vendre, ça va être un énorme carton». Je lui dis: «Je te crois, il y a aucun problème, tu sais. En revanche, est-ce qu'il serait possible quand même de parler avec, des prospects que tu as en tête pour pouvoir comprendre quels sont leurs besoins et voir s'il y a besoin de customiser, d'adapter, de légèrement modifier ce qu'on a fait pour coller au plus près de leurs besoins. Comme ça, on ne se trompe pas. Donc il m'a dit: «Pas de problème». Il m'a donné accès à 4 de ses prospects, des gros, hein, des grandes boîtes, secteur public. J'avais La Poste, EDF et cetera. Donc je suis allé les voir. On a travaillé avec, David Daroche à l'époque, s'il entend, coucou à lui. Donc on a fait l'entretien. Heu, Très précisément, très cadré. On a répliqué ce même entretien, ce même guide d'entretien avec les 4 et à la fin, on a fait une analyse. On a demandé ensuite à revoir la personne de la ligne de business pour lui présenter les résultats d'analyse en lui disant: «Regarde, on t'avait pas menti. La technique, c'est tu nous donnes des gens à interviewer, on fait l'analyse, on te la présente, on décide ensuite ce que l'on fait». Nous sommes arrivés en réunion avec cette personne et lui avons dit: «Bah, voilà, regarde spécifiquement, les personnes interviewées, nommément madame, monsieur de telle entreprise, nous disent qu'ils n'ont pas le besoin». En plus de ça, on a trouvé pendant l'entretien le fait qu'il existait une société qui permettait de faire ce produit-là et on pouvait rajouter un service par-dessus, donc on n'a pas besoin de construire le produit, on pourra avoir le package ensemble avec ce qui existe déjà et donc on lui a dit: «Bah, notre recommandation, ce n'est pas d'adapter le produit, sur la base de ce que tu nous disais, mais plutôt, de le faire, de faire cette» donc le tips là que je donne par rapport à l'anecdote, c'est, de s'appuyer sur les experts, sur les sachants, sur ceux qui sont en contact avec les clients pour leur montrer qu'on va apporter de la valeur finalement, sur ce qu'ils ont ou sur ce qu'ils ont en tête et du coup avoir un accès direct aux clients. Ça ne peut pas s'appliquer à tous les cas, mais en tout cas, passer par les sachants pour leur dire: «Nous sommes partenaires de ton succès futur», c'est une option qu'on a prise et qui fonctionne. On a un petit peu, bah, merci pour ce tips, effectivement, toujours utile d'être sur le terrain, quoi. Je trouve que c'est là où on a l'impression de vivre vraiment son produit, C'est vrai. heu et c'est toujours rigolo. Il y a quelquefois des usages, qu'on n'avait pas anticipés. Heu, on a parlé tout à l'heure finalement, on parle beaucoup de transformation, je trouve. On a parlé au début de l'aspect projet versus produit. Hem, Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de la culture produit? Comment tu la définirais? C'est quoi les impacts? À quoi ça amène dans les entreprises?
C'est un vaste sujet, la culture produit. Je dirais qu'au départ, il y a tellement de choses qui me viennent en tête. Alors déjà, la 1re des choses, c'est est-ce que c'est top down? Est-ce que ça vient du management? Ou est-ce que ça vient des équipes? Déjà, c'est une première question à se poser et idéalement, dans les livres, on te raconte qu'il faut que ça vienne des 2. Il faut que ce soit le management qui impulse ça et que ça soit relayé par les équipes, sous une forme d'autonomisation et le fameux terme d'empowerment, d'accord? Donc la culture produit, idéalement, elle se diffuse comme ça. Dans la réalité, ça n'est pas ça. Ce que j'ai vu, moi, c'est que, c'est soit l'un, soit l'autre et qu'à un moment, il faut que ça pousse, en fait. Il faut qu'il y ait une espèce de leader, soit du top management, soit, des équipes, un leader de la base, hein, un espèce de Spartacus des gladiateurs, en fait, qui, qui tire et qui veuille mettre en place, des choses. Et alors après, elle se manifeste, cette culture, par la définition d'une mission claire, la définition d'une vision, la mise en place d'une stratégie partagée, le fait que, on détermine des horizons de valeur qui ne soient pas des horizons à long terme, mais des horizons à court et moyen terme. Le fait qu'on aille chercher toujours, la voix de l'utilisateur pour l'intégrer dans les réflexions, ou du prospect d'ailleurs, pour l'intégrer dans les réflexions, que ce soit en amont, pendant ou en aval. Le fait d'être dans une démarche d'amélioration continue, aussi bien sur les process, sur les produits que sur les gens. Le fait de ne pas dire que ça se termine à un moment. Voilà, ça ne peut pas se terminer, en fait. Si ça se termine, ça veut dire qu'on passe à autre chose. Est-ce que et je ne dis pas qu'il ne faut pas tuer des produits ou des initiatives, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que la culture produit, c'est considérer qu'on peut toujours essayer de faire mieux jusqu'au moment où finalement on réalise qu'on ne peut pas et donc c'est là où on doit décider de soit de pivoter, soit de fermer. Donc la culture produit, ça se manifeste de plein de façons. Ça doit être porté idéalement par les gens du produit, évidemment. Il doit y avoir des champions. Ce que je disais tout à l'heure, le fait de communiquer, d'être dans la collaboration, d'être dans la transparence, ça permet quand c'est bottom up, ça permet de partir des équipes pour, montrer comment on souhaite travailler et comment ça peut être bénéfique à tout le monde. En même temps, il faut des résultats parce que le business, les métiers attendent toujours qu'on soit là pour leur apporter de la valeur. Enfin, si une boîte était pur produit et ne vendait pas son produit, ça n'existe enfin, elle ne pourrait vivre que sur les fonds qu'elle a levés. Donc ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi être à la rencontre du marché et se confronter au marché et générer du revenu. Donc donc être là dans ces allers-retours avec, les équipes, c'est essentiel. Et puis, tout comme on dit que la culture d'entreprise ne doit pas être portée que par les ressources humaines ou que les objectifs ne sont pas portés que par le CEO, bah, la culture produit, à la fin, elle ne doit pas être vivante et vibrante qu'au sein de l'équipe produit. Donc c'est là où il faut quand c'est bottom up, quand ça part de la base des équipes, c'est là où, il faut, que chacun prenne son petit bâton de pèlerin, aille, j'aime pas le terme évangéliser, mais aille expliquer et raconter, ce que ça veut dire et montre comme je le disais, je suis passé un peu vite dessus, mais montre des succès réguliers pour, valoriser et valider que l'approche est la bonne. Si la boîte a une culture produit dès son incorporation, dès sa création, bah, ça veut dire que ça part du top management et c'est bien plus facile. Si ça n'existe pas, bah, souvent, il y a des volontés au niveau de la base et ça va remonter. Donc, le cas idéal dans les bouquins où, ça se rencontre au milieu, bah, si vous en connaissez, ça m'intéresse et j'aimerais bien parler à ces gens-là. Bon, on lance un appel. Un appel à Peut-être qu'il sera entendu. Hem, j'ai l'impression que ce qu'on se dit, c'est on passe d'un monde, heu, où, on revendique, le fait de savoir à un monde où on assume le fait de pas savoir. Est-ce que ça te parle si je te dis ça? ouais, ça me parle beaucoup et on revendique, c'est vrai, le fait de ne pas savoir. On revendique le droit de challenger, le droit de poser des questions, le droit de formuler des hypothèses, le droit d'échouer. Heu, c'est vrai qu'il y a 15 ans, les managers n'avaient pas le droit de dire: «Je ne sais pas». C'est vrai qu'il y a 15 ans, lorsqu'on te disait, on te posait des questions très, très précises, y compris sur toi, ton évolution et cetera, tu pouvais pas dire non plus: «Je ne sais pas». Si on te demandait qu'est-ce qu'attendait le client, bah, plutôt que de dire: «Je ne sais pas», tu inventais quelque chose. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile en tant que manager de dire: «Je ne sais pas». C'est beaucoup mieux accepté aussi d'ailleurs, de dire: «Je ne sais pas et laissez-moi regarder» ou «Parlons-en». En tant qu'individu,
bah, c'est OK de dire je ne sais pas, ça se manifeste. Alors là, on dépasse vraiment le cadre du produit, hein, mais ça se manifeste partout, tout le temps. Mais c'est OK en fait. Voilà, c'est OK de se remettre en question, c'est OK de valider, comme tu le disais, le droit de ne pas savoir. J'ai peur moi du contraire en fait. J'ai peur des gens qui savent, qui savent tout. Bon, c'est très personnel, mais je pense que dans le monde du produit, notre obligation, c'est de nous forger des convictions et de les challenger régulièrement, mais pas seul. Est-ce qu'il y a un message que tu as pas eu l'occasion de partager, qui te tient à cœur, lors de ce, podcast? Oui, je dirais il y en a plusieurs, mais si je dois en retenir un seul, c'est qu'en fait, le produit, c'est surtout un état d'esprit. Voilà, travailler dans le produit, c'est alors, vous l'avez entendu, je suis passionné, donc on pourra en parler des heures. C'est aux confluences de beaucoup de qualités humaines, d'avoir envie d'apprendre et de grandir. Donc, comme si on met ça d'un côté et que d'autre côté, on dit qu'il n'y a pas de formation idéale pour être product manager et que dans le même temps, il y a de plus en plus de boîtes qui vont rechercher des profils, produits, soit maquillés en des anciens chefs de projet en product owner, c'est l'objet d'une discussion qu'on avait juste avant ou rapidement, soit parce qu'ils ont vraiment compris qu'il y avait besoin de placer le produit au cœur du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui des talents insoupçonnés qui n'ont pas fait de produit, qui ont les compétences, qui ont la capacité d'apprentissage et qui ont sans doute envie de grandir là-dessus et qu'il faut leur donner la possibilité, d'essayer de faire du produit, même s'ils n'ont pas, les barrettes, mais s'ils n'ont pas les 2 ans d'expérience et cetera. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on doit pouvoir former massivement des product managers pour les besoins de demain, pour les entreprises d'aujourd'hui déjà, pour les entreprises de demain et pour les besoins qu'on va avoir sur les prochaines années. On a un déficit très fort, donc arrêtons de chercher le mouton à 5 pattes, 6 pattes, 12 pattes dans les product managers. Cherchons plutôt à voir comment on peut prendre des talents aujourd'hui et les transformer, les amener vers ces métiers qui sont fantastiques. Merci à Stéphane d'avoir accepté mon invitation et à bientôt pour un nouvel épisode d'ASAP.